Unité de la majorité, Valéry Giscard d'Estaing recevra Jacques Chirac et Jean Le Canuet. Iran, maintenant les Kurdes contre Khomeini. Yehudi Menuhin, la musique à l'usine. On a le printemps qu'on peut, faute de vrai soleil. En ce 21 mars, jour officiel de la fin de l'hiver, la gare Saint-Lazare à Paris avait décidé d'offrir à ses voyageurs un printemps artificiel avec des brassées de fleurs au plafond de la salle des pas perdus, accompagnés de cris d'oiseaux enregistrés. Bref, de quoi rêver en prenant son train de banlieue et patienter en attendant que le beau temps se décide enfin à faire son apparition. Malheureusement, ça n'est pas pour demain. Et ce mauvais temps qui s'attarde n'est pas sans conséquences sur la nature en général et sur l'agriculture en particulier. Drôle de printemps sur le plateau de la Minière, l'un des laboratoires de l'INRA, comme sur toute la France. Je vous le disais hier soir, une zone de pluie traverse le pays d'ouest en est. Demain, elle n'affectera plus que l'est et le sud-est du pays avec des fortes pluies. Sur le reste, eh bien, ma foi, un temps très instable, avec des éclaircies, mais également beaucoup d'averses, de pluie et même éventuellement de neige, c'est dire qu'il fera nettement plus froid. En fait, si on regarde les chiffres, on s'aperçoit que depuis 2 hivers, depuis 2 ans, on rattrape le déficit de la fameuse sécheresse de 1976. Toute cette eau, on la retrouve bien sûr dans la terre, et ça doit poser des problèmes aux agriculteurs. Oui, certainement. Ceux qui ont eu la chance de pouvoir semer leurs céréales d'automne, et il y en a beaucoup malheureusement qui ont eu des difficultés à faire, d'autres qui les ont vus geler, voient aujourd'hui une partie de leur terre en noyée. Toutes les plantes qui sont en place ne peuvent pas utiliser les réserves qu'elles ont dans leurs racines, étant donné qu'il y a une véritable asphyxie du terrain. Il faut que le sol s'aère. Quelles sont les plantes principalement menacées? Les cultures annuelles seront certainement difficiles, en tout cas très retardées. À l'heure actuelle, les céréales de printemps devraient déjà être mises en place. Elles ne le sont pas, ne pourront guère l'être avant 2 semaines. Certaines plantes maraîchères, comme les grosses graines, les légumineuses, risqueraient de pourrir dans le sol si on y mettait au sol. Et on peut dire que les arbres fruitiers, les arbres d'ornement eux-mêmes, ont un retard. Évidemment, ce forsythia qui a plus de 8 jours de retard pourrait fleurir dans de l'eau tiède en appartement. Quand est-ce que la température extérieure lui permettra de fleurir? C'est un problème. Les arbres fruitiers aussi. C'est un petit peu bizarre qu'on parle de retard, alors qu'on nous dit par ailleurs que l'hiver a été vraiment très normal, très conforme à la moyenne. Mais la moyenne, c'est un nivellement en général. Et cette année, l'hiver a été particulièrement long. Mais dans sa monotonie, il ressemble à la moyenne arithmétique. Voilà. C'est peut-être aussi volontairement d'ailleurs que le président de la République, M. Giscard d'Estaing, avait choisi ce 21 mars, jour du printemps, pour relancer son offensive qui lui est chère de décrispation, disons de détente de la vie politique française. Dans une interview à France Soir, le chef de l'État a fait 3 grandes propositions. 1. Le débat dans la majorité peut être clarifié. Le président déclare « Je compte m'en entretenir avec les dirigeants de l'UDF et du RPR, c'est pourquoi je recevrai successivement M. Chirac et Le Canuet. » 2. Je cite toujours le président qui dit « Je propose à l'ensemble des partis politiques français cette fois de déclarer que les pouvoirs de l'Assemblée européenne ne seront pas modifiés par l'élection du mois de juin prochain. » 3. Enfin, avant le début de la session parlementaire de printemps, je réunirai autour du Premier ministre les présidents des groupes parlementaires de la majorité de l'Assemblée nationale et du Sénat pour m'assurer des conditions de préparation de cette session. Fin de citation. Bien sûr, cette interview provoque des réactions en chaîne. D'abord, celle du Parti communiste qui considère que la proposition du chef de l'État sur l'Europe est un attrape-nigo. Ce sont les propres termes de M. Georges Marchais qui ajoute que la volonté du pouvoir giscardien est bien d'aller vers une Europe supranationale dans laquelle la France perdra peu à peu son indépendance. Du côté de l'UDF, M. Le Canuet a exprimé son accord total avec les propositions de M. Giscard d'Estaing, ça ce n'est pas étonnant. Au RPR, M. Claude Labbé a tenu conférence de presse, lui, pour dire que le président de la République rejoignait les propositions du RPR. Il semble que le président, en tout cas, en faisant appel aux formations politiques, reprenne une idée que nous avions placée comme une sorte de préalable et qui est celle de ne voir en aucun cas accroître
les pouvoirs de la future Assemblée européenne. C'est ce que nous avions demandé lors de notre congrès extraordinaire du 12 novembre. C'est ce que nous pensions qui devait sortir du Conseil européen du 4 et du 5 décembre, où la France aurait dû, selon nous, affirmer cette attitude. Et nous disons aujourd'hui, bien sûr, qu'on nous rejoint. Voilà, encore une autre réaction du côté du RPR qui vient de tomber à l'instant, celle de M. Jacques Chirac, qui déclare depuis Limoges qu'il n'a pas reçu d'invitation à rencontrer le président de la République et qu'il ne ferait donc aucun commentaire à propos de cette information parue aujourd'hui dans François. Par contre, M. Chirac dit « J'ai toujours eu l'habitude de me rendre aux invitations du président et j'irai le voir s'il me le demande », a ajouté le président du RPR, qui par ailleurs développe les thèses déjà connues du RPR sur l'Europe. Et puis une autre réaction qui vient de tomber à l'instant, celle des radicaux de gauche du MRG, qui disent que ni sur le fond ni sur la forme, la proposition du président de la République sur l'Europe ne peut avoir leur accord. Dernière réaction, au nom du Parti Socialiste, M. François Mitterrand, le premier secrétaire du PS, qui était ce midi l'invité de notre confrère France Inter, s'est attardé tout particulièrement sur la proposition de déclaration commune sur l'Europe à tous les partis politiques français proposés par le chef de l'État. Et vous allez l'entendre, il ne s'est pas montré très tendre. La proposition de M. Giscard d'Estaing est a priori incompréhensible. Car, après tout, qui donc a prétendu que l'Assemblée européenne pourrait voir ses pouvoirs étendus par le seul fait de l'élection des députés à l'Assemblée européenne le 10 juin? Qui le prétend? C'est vrai que cette question a été posée par M. Chirac, alors que le président de la République s'arrange avec M. Chirac. Pour ce qui concerne le Parti Socialiste, lui, il a toujours considéré que l'élection des députés à l'Assemblée européenne, au suffrage universel direct, n'entraînait aucune extension de compétences. Voilà donc un problème posé qui n'a pas beaucoup de sens. Voilà, alors Noël Copain, on peut tout de même s'interroger ce soir sur cette volonté permanente du président de la République de vouloir à tout prix détendre la vie politique française. Eh bien oui, c'est toujours la même préoccupation depuis pratiquement le début du septennat, mais on peut dire que depuis quelque temps, la situation paraissait s'être un peu compliquée, du moins à certains aspects. C'est ainsi qu'on pouvait dire qu'il y avait une France politique partagée en 4 et une majorité partagée en 2. Alors le président de la République développe son initiative dans 2 directions. En direction de la majorité, il propose un dialogue. D'abord un dialogue là où le dialogue doit toujours se tenir, c'est-à-dire au Parlement, d'où l'initiative sur la concertation pour préparer la session parlementaire. Et puis, deuxième type de dialogue, une sorte de tête-à-tête, ou plutôt plusieurs tête-à-tête. D'abord une rencontre avec Jacques Chirac et ensuite une rencontre avec Jean Le Canuet, les 2 chefs des partis, des mouvements qui constituent la majorité. Bon, et puis alors il y a aussi une proposition, disons, un petit peu plus lointaine de dialogue avec l'opposition. Oui, alors là, le président de la République n'exclut pas le dialogue, mais il précise lorsque l'occasion s'en représentera. Et pour l'instant, il s'en tient donc à cette proposition qui d'ailleurs fait un certain bruit d'une déclaration commune sur la limitation des pouvoirs de l'Assemblée européenne. Alors en face de ces initiatives, c'est vrai, on est tenté de repenser au terme employé par le président de la République il y a déjà quelques années, celui de décrispation, et puis aussi un autre terme employé par les journalistes chaque fois qu'ils commandent des déclarations du président de la République sur la vie politique française, c'est le terme de dédramatisation. Au fond, je serais tenté de dire que le président de la République est profondément convaincu par la vérité de cette formule célèbre: ce qui nous unit est plus important que ce qui nous divise. Il l'applique à la majorité, il l'applique aussi aux forces politiques, il croit à l'unité fondamentale de la majorité, il croit aussi à une sorte de consensus possible sur le plan national. Et une autre conviction, c'est que cette unité, ce consensus, peuvent être obtenus par la force du dialogue. Oui, mais avec des réactions comme celle de ce soir, qu'on vient d'entendre de M. Mitterrand, ou celle que j'ai donnée de M. Marchais, est-ce qu'on peut espérer ce dialogue? Eh bien écoutez, ces réactions montrent bien sûr que l'entreprise n'est pas facile. D'ailleurs, le président de la République lui-même, dans l'interview que nous citions tout à l'heure de France Soir, le reconnaît, puisqu'il dit que s'il y avait des progrès dans le dialogue depuis les élections législatives jusqu'à l'automne, eh bien maintenant il n'y avait plus depuis ce temps-là de progrès. Et le président de la République estime que c'est l'évolution de la situation économique et sociale qui a entraîné un durcissement sur le plan politique. C'est toujours vrai, et je crois qu'il faut ajouter aussi que nous sommes ces jours-ci en pleine période électorale. Merci Noël Copain. Monsieur Michel Dornano a tenu cet après-midi une conférence de presse pour annoncer un certain nombre de mesures visant à améliorer la qualité et le cadre de vie. Parmi ces décisions, d'abord un programme de récupération des déchets qui pourrait nous permettre d'économiser 1% de notre consommation de pétrole annuelle. 2. Un programme concernant 6 communes situées dans la banlieue des grandes villes françaises où l'on va tenter d'améliorer le cadre de vie. Enfin, la dernière décision concerne le littoral français et les problèmes posés par les loisirs de la mer.
les loisirs nautiques doivent être mieux organisés, car jusqu'à présent, leur développement est fondé sur le modèle « un bateau, un propriétaire, une place à quai ». Or, ce système coûte bien cher à la collectivité. Un bateau de plaisance n'est utilisé en moyenne que 35 heures par an. La construction d'une place à quai coûte entre 10 et 30 000 francs. De plus, cette forme de loisir conduit à un équipement excessif des côtes en port lourd, avec des risques graves de dégradation des sites. Elle profite souvent exclusivement aux catégories socio-professionnelles les plus favorisées. Il a donc été décidé de créer des équipements légers pour l'accueil des bateaux, comme les mouillages flottants. L'utilisation des installations portuaires devra également profiter à tous, grâce notamment à des systèmes de location de bateaux. Ces mesures constituent un premier pas important vers la démocratisation des sports de la mer et vers une meilleure utilisation du littoral et de ses équipements. Le Conseil des ministres de ce matin s'est essentiellement penché sur le sort des entreprises en difficulté, non pas sur le plan économique, mais dans le domaine juridique et judiciaire. 4 projets de loi ont été adoptés. 1. Réforme des tribunaux de commerce qui seront moins nombreux et plus efficaces. 2. Réforme de la profession judiciaire. Administrateurs et syndics seront désormais 2 fonctions totalement distinctes. 3. Modernisation des procédures de liquidation des sociétés. Et enfin, 4e mesure, la plus originale sans doute, consiste à essayer de prévenir les difficultés des entreprises. Paul Amar. En présentant ces projets de loi cet après-midi, Alain Peyrefitte a insisté sur l'esprit de cette réforme. Il ne s'agit pas, a dit le garde des Sceaux, d'accélérer la liquidation des entreprises, mais au contraire de les sauver ou de les protéger, malgré elles quelquefois. Il arrive en effet souvent à des chefs d'entreprise de ne pas contrôler leur gestion d'assez près et de tomber des nues quand leur affaire est au bord de la faillite. Eh bien, pour leur éviter des surprises aussi désagréables, le ministre de la Justice a mis au point tout un système d'alerte destiné à informer les patrons sur l'état réel de leur gestion et à prévenir le mal. Première mesure, les chefs d'entreprise devront tenir à jour des documents comptables qui serviront de clignotants. Deuxième mesure, les actionnaires minoritaires et les comités d'entreprise auront le droit d'interpeller les dirigeants, de les noter en quelque sorte, et si ces dirigeants ne tiennent pas compte de leurs observations, eh bien ils recevront la visite d'un commissaire aux comptes. C'est la troisième mesure. Ce commissaire aux comptes pourrait examiner les documents comptables plusieurs fois par an, et s'il décèle des erreurs de gestion, il aura la possibilité d'alerter le chef d'entreprise et de l'inciter à rectifier le tir. Voilà tous les garde-fous qu'Alain Peyrefitte veut mettre en place. Ces mesures permettront à l'entreprise d'être auscultée beaucoup plus souvent et provoqueront, c'est ce que le gouvernement espère, une diminution des faillites en France. Les sidérurgistes du Valenciennois avaient organisé aujourd'hui une journée porte ouverte. Les ouvriers des usines qui doivent fermer ont fait visiter leurs ateliers aux habitants de toute cette région de Valenciennes et de Denain. La direction d'Usinor ne s'était pas opposée à cette action qui s'est déroulée dans le calme le plus complet. C'est presque un conte des 1001 nuits version 1979 que je vais vous raconter maintenant. 2 mystérieux hommes d'affaires arabes viennent de racheter le plus grand hôtel parisien, le Ritz, place Vendôme. On n'en sait guère plus. Cet investissement spectaculaire fait suite à plusieurs dizaines d'autres réalisés par des financiers arabes en Europe et en France, et cela dans tous les secteurs d'activité. Voici place Vendôme, derrière moi le Ritz, un des plus prestigieux palaces non seulement de Paris mais aussi du monde entier. Si vous avez des goûts de luxe, si vous aimez les chambres avec un grand salon, eh bien une nuit au Ritz peut vous coûter jusqu'à 3000 francs. Aujourd'hui, à Paris comme à Londres, sous tous les lits de ces palaces, on trouve de plus en plus de capitaux étrangers et les matelas sont de plus en plus également rembourrés avec des pétrodollars, c'est-à-dire avec des dollars qui sont tirés de la vente du pétrole. Les grands hôtels de luxe sont attirés de l'argent anglais, italien et depuis quelque temps arabe. Ainsi, ce sont des capitaux saoudiens et libanais qui contrôlent aujourd'hui l'hôtel Meurice, un palace situé à quelques mètres des grands bijoutiers de la rue de la Paix. Le Prince de Galles, qui est un des plus beaux fleurons hôteliers des Champs-Élysées, ainsi que le Grand Hôtel à 2 pas de l'Opéra et son voisin, le célèbre Café de la Paix, ont également été achetés par des capitaux arabes. Malgré ces achats prestigieux, les investissements arabes en France restent peu importants, loin derrière les Américains et les Anglais. Mais le paquebot a été acheté par le milliardaire saoudien Akram Hodje qui, dit-on, aujourd'hui voudrait le revendre. C'est également Akram Hodje qui a renfloué la compagnie aérienne Air Alp dont le bilan était en chute libre.
5% du capital du Crédit commercial de France appartiennent à des capitaux saoudiens. Et plusieurs entreprises de bâtiments comme Dumez ou bien encore Jep Industries appartiennent en partie à des capitaux arabes. Dans BSN, qui fabrique notamment les yaourts Gervais Danone et la bière Kronenbourg, on trouve l'argent d'un autre milliardaire saoudien, M. Pharaon. Enfin, il ne faut pas oublier les châteaux, vignobles, appartements et bureaux achetés par les pétrodollars au cours de ces dernières années. Il y a encore bien d'autres investissements arabes dans l'Hexagone, mais il y a 2 ans, ceux-ci représentaient environ 55 millions de francs, moins de 2% de la totalité des investissements étrangers en France. Le Parlement israélien continue ce soir de débattre de l'accord de paix avec l'Égypte. Dans le même temps, les déclarations contradictoires entre responsables israéliens et égyptiens sur cet accord continuent d'affluer sans que pour autant la signature soit remise en cause pour l'instant. À ce propos, lundi prochain, 26 mars, Antenne 2 consacrera de 20h à 21h une émission spéciale sur la paix au Moyen-Orient. Notre directeur, Jean-Pierre Elkabbach, et les journalistes de la rédaction d'Antenne 2 vous présenteront en direct la signature du traité de paix et interrogeront ensuite plusieurs personnalités sur les conséquences de cet accord. En Iran, les combats ont repris dans la province du Kurdistan, où le chef du gouvernement iranien a envoyé des renforts de troupes et 2 ministres pour essayer de rétablir l'ordre. Le problème kurde n'est pas nouveau. Il se posait déjà du temps du Shah qui avait maté une première révolte sans pour autant trouver une véritable solution. Les Kurdes réclament leur autonomie complète. Toutefois, la nouveauté aujourd'hui, c'est que ce conflit est la véritable première épreuve de force à laquelle est confronté le nouveau régime. Avec son kéfier, avec son turban, c'est comme ça qu'il se singularise, c'est comme ça qu'on le reconnaît, que l'on sait qu'il est kurde. Une fois de plus, cet homme ainsi que ses frères d'armes reprend le fusil. Vieille habitude, car depuis 25 siècles, eux les Kurdes se battent pour leur identité, pour conquérir leur indépendance. Ils se sont révoltés contre les Turcs, les Arabes, les Anglais, contre le Shah. Aujourd'hui, ils recommencent, mais contre l'ayatollah Khomeini. Nous sommes à Sanandad, aux confins de l'Iran, tout près de la frontière irakienne. Au départ, la rébellion semble être née dimanche d'un incident banal, affrontement dû à la rivalité de 2 dirigeants religieux de la ville, l'un chiite, l'autre sunnite. Cette nouvelle rébellion est cruciale pour le pouvoir central iranien. C'est la première fois que la nouvelle armée a l'occasion de servir sur le terrain le nouveau régime islamique, et c'est la première fois que ce régime peut se vanter d'avoir à son service une armée redevenue loyale. Pour le moment, le conflit est loin d'être désamorcé. Depuis dimanche, 50 morts, une centaine de blessés. Avec cette affaire, l'Iran joue maintenant son avenir en tant que nation centralisée. Pour les Kurdes, c'est une fois de plus le combat de la dernière chance. Ces combattants reconnus par personne ont su jusqu'à présent repousser, grâce à cette science innée de ceux qui sont traqués, toutes les armées de la région. Mais aujourd'hui, ils ont cru que la révolution islamique supposait un certain nombre de tolérances vis-à-vis des minorités et particulièrement vis-à-vis de la leur. Ils se sont trompés. Que ce soit le régime du Shah ou le régime de Khomeini, l'un comme l'autre n'accepte pas le séparatisme kurde. En Italie, on ne compte plus le nombre d'attentats qui ont lieu presque chaque semaine, pour ne pas dire chaque jour. Ce matin, un industriel et le recteur de la faculté de lettres de Padoue ont été grièvement blessés. Depuis l'exécution de M. Aldo Moro l'année dernière par les Brigades Rouges, plus une seule personnalité de la vie politique, économique ou de l'administration italienne ne peut se sentir vraiment en sécurité. Cette véritable psychose de l'attentat a amené le gouvernement à faire protéger les principaux responsables italiens et en tout premier lieu les magistrats, dont 7 ont été abattus jusqu'à ce jour. Pour bien comprendre ce phénomène, notre correspondant en Italie, Victor Vraman, a suivi le trajet quotidien du procureur de la République de Rome, de son bureau à son domicile. Cet homme qui se rend à son bureau, suivi de 2 policiers en civil, c'est le procureur de la République de Rome. Son nom apparaît souvent sur les listes des magistrats à abattre, découvertes dans plusieurs repères des Brigades Rouges. Il s'occupe personnellement de tous les cas de terrorisme de la province de Rome. Le procureur ne se sent finalement à l'abri que dans son bureau, au palais de justice. Dès qu'il quitte son bureau, il devient une cible privilégiée du terrorisme. Je n'ai plus de vie privée. On me suit partout puisque l'État veut protéger le procureur de la République de Rome d'éventuels attentats.
J'ai accepté cette fonction et par conséquent je dois accepter cet aspect négatif. Je suis contrôlé pas à pas, je ne suis pas libre de mes mouvements, chacun de mes déplacements est connu. D'après vous, c'est efficace cette escorte? Dans un sens, oui, mais pas dans l'absolu. Il n'y a pas de protection absolue. Si les délinquants sont prêts à faire un nombre important de victimes, s'ils sont prêts à faire un massacre, c'est sans espoir. Dans un sens, oui, parce que le fait pour les terroristes de savoir qu'il y a des hommes armés qui peuvent éventuellement riposter au feu par le feu, c'est un élément de dissuasion. Aujourd'hui, il ne s'est rien passé, demain est un autre jour. Monsieur le procureur de la République prend congé. Il nous a tout de même demandé de ne pas filmer l'immeuble dans lequel il habite. Ce n'est pas la peine de faciliter la tâche des terroristes. Répondant à une lettre de M. Georges Ségui de la CGT qui affirmait que la télévision française était colonisée par les programmes étrangers, dans une lettre publiée aujourd'hui, M. Xavier Larère, directeur général d'Antenne 2, affirme qu'il est faux de prétendre une telle chose, que les programmes français sont supérieurs en nombre à ceux venus de l'étranger, que d'autre part, ils sont toujours présentés aux meilleures heures possibles d'écoute, et qu'enfin, ce n'est pas rabaisser le niveau culturel d'une télévision, en l'occurrence la télévision française, que de passer des séries étrangères du type de Racine ou dernièrement Holocauste. Un grave accident a eu lieu ce matin près de Châteauroux. Un car qui transportait des enfants d'une colonie de vacances est entré en collision avec un poids lourd de 20 tonnes. L'accident a déjà fait 3 morts, 2 enfants et leur instituteur et 7 blessés grièvement atteints. Depuis qu'Antenne 2 a diffusé sa série sur Émile Zola, bien peu de Français ignorent encore qui était cet écrivain qui toute sa vie s'est attaché à défendre les opprimés, les plus défavorisés. Ce n'était pas le cas il y a 40 ans, lorsque Bertrand de Jouvenel avait édité une biographie de l'écrivain. Un ouvrage réédité par les éditions Julliard et qui se présente non pas comme une biographie normale avec les dates de naissance et de mort, mais comme un véritable roman de la vie d'Émile Zola. Zola Émile, victime de la passion des hommes, lui qui n'aimait les hommes qu'avec passion. Il voulait coucher l'humanité sur une page blanche comme seul Balzac avant lui l'avait fait. Mais sa comédie humaine tenait du tragique, c'est-à-dire de la réalité. Parce qu'il était né de la misère, il donna la parole aux humbles et ses mots à la littérature. On a reproché à Zola d'avoir été un bourgeois qui écrivait sur la misère, c'est vrai? Il est venu ici avec un chapeau melon, il portait toujours un chapeau melon, et puis il a regardé des femmes qui évidemment étaient des femmes très pauvres. Mais ça, c'est justement, c'est le mérite de Zola, c'est d'aller regarder. Ici c'est Gervaise. Et alors ici c'est Gervaise, la dame qui nous a accueillis nous a dit, ici Gervaise l'avait. Voyez-vous, Gervaise est immortelle, elle existe. Il a donné de l'existence à ces personnages, ce qui est le grand talent de l'écrivain. Et il a regardé les choses, ce qui est le grand mérite du philosophe. Il a regardé l'humanité ou son époque? Il a regardé des êtres humains. Il les a regardés quand il a fait Le Ventre de Paris, il les a regardés quand il a fait Germinal, qui est à mes yeux sa meilleure œuvre, celle que j'aime le plus. Il les a regardés, il est descendu dans la mine pour voir comment c'était. Il y a vu les petits garçons qui traînaient un wagon, n'est-ce pas? Bon, il a vu ces choses. Et c'est à partir de là qu'il a fait son œuvre. C'est pour ça que son œuvre nous touche. Il les a vus en journaliste. En journaliste, bien sûr, en reporter. C'est le plus grand des reporters. Mais c'est pour ça que je l'aime, moi. Je l'aime parce que c'est un homme qui a cherché la réalité en touchant, en voyant, en rencontrant, en parlant avec les gens, en échangeant, en reconnaissant ce qui est vivant.
l'aime parce qu'il s'est préoccupé du peuple, et on l'aime parce qu'il a défendu Dreyfus. Il a été contre l'injustice. Voilà pourquoi on l'aime. Mais serait-il Zola s'il n'avait pas eu l'affaire Dreyfus? Je ne sais pas. Je ne me rends pas compte. C'était une chose très belle de la part d'un auteur qui était à ce moment-là arrivé au comble de la gloire, de se jeter dans les difficultés, dans les offenses, dans les insultes, et qu'il a subi du fait de son... Et ça, c'est très courageux, c'est admirable. Il a été un moment de la conscience humaine. Oui. Il a été un peu fanatique. Et là, vous prêtez la phrase à Zola, la phrase suivante, l'art ne vit que du fanatisme. Et puis, il n'était pas fanatique pourtant. Il faut être passionné. Je veux dire, il faut être passionné. Si on n'est pas passionné, on ne fait rien. On raisonne. C'est pas très important. Zola, voilà un confrère à qui nous voudrions tous ressembler. Sport. Les amateurs de football seront malheureusement privés ce soir de la rencontre de la Coupe d'Europe Glasgow Rangers-Cologne qui devait être diffusée sur Antenne 2 en raison du mauvais temps. Le match est reporté à demain. Mais j'ajoute tout de suite que vous n'y perdrez rien car demain soir le match sera retransmis à nouveau et que ce soir, à la place des Glasgow Rangers, vous verrez les Grasshoppers de Zurich contre Nottingham Forest, toujours pour le compte de la Coupe d'Europe. Dans cette affaire, donc, vous voyez, vous êtes gagnant, au lieu d'un seul, vous en avez deux. Et pour le même prix. Il y a quelques années de cela, le célèbre violoniste Yehudi Menuhin avait lancé en Grande-Bretagne l'idée d'un mouvement visant à vulgariser la musique dite classique en la faisant descendre des salles de concert dans les usines. Aujourd'hui, il exporte son idée en France et hier, pour la première fois, il a donné un concert dans les ateliers d'une entreprise de la banlieue parisienne. Yehudi Menuhin et deux musiciens anglais jouant du Schubert dans une usine de Créteil, spectacle insolite, spectacle nouveau, surtout en France, puisque c'est le premier concert du célèbre violoniste dans un tel endroit. À l'origine de cet événement, la Fondation pour la communication de la culture internationale et Yehudi Menuhin lui-même, qui a décidé spontanément et gratuitement de donner des concerts dans des usines comme il l'a déjà fait en Grande-Bretagne. Une grande entreprise qui fabrique et vend des boissons alcoolisées a accepté alors d'organiser ce concert pour tout son personnel et chose inaccoutumée, cela s'est passé pendant les heures de travail. Une bonne réputation et deuxièmement de propagande. Est-ce que vous en avez parlé avec vos collègues de travail de ce concert? Bien sûr que ça intéresse. Quelle a été la réaction en général? Il y en a qui aiment beaucoup le violon, alors ils sont contents d'y aller. Est-ce que vous allez au concert de temps en temps? Non. Pourquoi? Je ne suis pas mélomane, hein, mais je l'ai vu au grand échiquier de Jacques Lancel et il m'avait beaucoup plu. C'est pour ça que je vais ce soir d'ailleurs le voir. À 15h, hier après-midi, plus tôt que d'habitude donc, une à une, les machines se sont arrêtées pour faire place à la musique vivante, comme l'explique Yehudi Menuhin. Pourquoi avoir organisé ce concert dans une usine? Et justement, c'est là que la musique devrait avoir lieu. Nous savons déjà qu'elle a lieu dans les salles de concert. Et les salles de concert, comment dit-on, ils ne font le bienvenu que pour une petite partie de la population. Le reste de la population, il faut leur apporter la musique, là où ils travaillent, là où ils souffrent, dans les hôpitaux, dans les prisons, dans les maisons particulières, partout, excepté dans les salles de concert. Et c'est un peu ça, le symbole de ce premier concert. Monsieur Cambournin, qu'est-ce que ça pose pas un problème d'arrêter le travail pendant 2 heures pour s'occuper de musique? Je ne crois pas, c'est pas tous les jours que l'on a l'occasion et l'honneur d'accueillir M. Yehudi Menuhin, et c'est une joie qui est ressentie par tout le personnel comme tel. 2 heures, c'est pas grand-chose à côté du talent de M. Menuhin. Et en plus, je crois que ça rejoint une conviction profonde que nous avons dans cette société. L'homme passe le plus clair de son temps conscient au travail, dans l'entreprise. Et la plus grande possibilité qu'il ait d'être en contact avec l'art, je crois que c'est l'entreprise. Puis quelques secondes d'entracte seulement pour vous souhaiter une excellente soirée sur Antenne 2 et vous dire que le dernier rendez-vous avec l'information est fixé aux alentours de 23h20 avec Pierre Alain. Et je vous laisse terminer ce journal en compagnie de Yehudi Menuhin qui interprète une sonate de Jean-Sébastien Bach.